Dans ce module 2, l'impact et les conséquences de l'injustice dans une société, nous allons voir des notions sur l'oppression, la discrimination, l'intelligence émotionnelle, les biais conscients et inconscients. À partir de nos lectures, nous avons fini par comprendre que l'oppression est considérée comme le mauvais traitement ou la discrimination systématique d'un groupe social ou d'un individu appartenant à un groupe social. Cela peut prendre plusieurs formes, soit des propos discriminatoires comme des microagressions basées sur la race, le sexe, le genre ou l'appartenance à une classe sociale. Dans le cadre de cette formation, nous vous invitons maintenant à regarder cette première vidéo qui est une expérience faite dans une salle de classe du Québec qui se veut être une sensibilisation des enfants face à la discrimination. Bon matin. Salut, bon matin. Salut, bon matin. Salut, bon matin. On commence dans 1 minute, les copains. C'est pas besoin, j'ai pas regardé, non. Comment allez-vous ce matin? Bien? En forme? Oui? Vous avez des beaux yeux, pétillants ce matin, c'est bien. Donc hier, vous vous souvenez, on a eu une discussion sur les différences à la fin de la journée. Vous vous rappelez de ça? Ouais. OK. On sait ce que c'est la discrimination, hein? C'est le fait de ne pas être respecté. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une expérience sur la discrimination? Oui. Oui? Vous êtes prêts? Oui. OK. Alors, ce matin, on va faire quelque chose en lien avec ça. OK? Je vais séparer la classe en deux ce matin. On va diviser notre groupe en 2 groupes. Il va y avoir un groupe de petits et un groupe de grands. Et là, j'ai fait une recherche et là, je me suis aperçue que la ligne entre les grands et les petits, c'était 1,34 m. Ce que j'ai lu aussi, qui m'a étonnée, mais je l'ai lu, c'était vraiment dans des livres scientifiques. Il y a des recherches qui disent que les petits sont supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur? Ça veut dire que les petits sont plus intelligents. Les petits sont plus créatifs. Les petits sont plus rapides. Les petits sont aussi plus sages, font des travaux plus propres. Alors, c'est ce qu'on dit. Donc, mes élèves qui sont supérieurs mesurent 1,34 m et moins. Ils font partie du groupe des petits. Là, je regarde, Rémi ne m'écoute pas. La preuve, il est comme ça, il joue, il regarde partout. La preuve, je pense, viens donc, Rémi, on va vérifier. Moi, je pense que c'est un grand. Moi aussi. Je vais vérifier ça, là, mais, voilà. Donc, c'est ce que je pensais. Rémi, tu vas porter ton dossard aujourd'hui. Tu le mets par-dessus ton chandail. Tu peux aller t'asseoir. Vous venez d'assister aux premières minutes d'une expérience hors du commun. À Saint-Valérien de Milton, près de Saint-Hyacinthe, une enseignante de 3e année a décidé de donner à ses élèves une leçon de discrimination. Déjà, la veille, Annie Leblanc préparait le terrain. À la télévision, dernièrement, il y a eu un gros débat. Ça a commencé une émission de télévision un dimanche soir. Okay? Ça s'appelle « Tout le monde en parle ». Et il y a un monsieur qui est allé à cette émission-là, c'est un psychiatre. Okay? Puis lui, il disait que les gens qui avaient la couleur de la peau qui était noire, il disait qu'ils étaient moins intelligents. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sabrina? Ben, c'est pas vrai. Autant noir que blanc peut être intelligent. Toi, tu penses que la couleur a pas de... ça fait pas de différence, c'est ça? Ça fait pas de différence. C'est un des meilleurs groupes de ma carrière. Les enfants sont charmants.
beaucoup d'enfants qui veulent travailler, qui veulent apprendre, qui sont intéressés, qui sont curieux. Ma mère, elle a une belle sœur qui est ma belle tante. C'est une noire, là, mais elle est vraiment intelligente. C'est une noire en plus. Ils savent quoi me répondre, mais à l'intérieur d'eux, ils sont là quand même, les préjugés. Probablement que c'est inculqué par la télévision, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Ben moi, c'est à la télé que les Noirs sont pauvres. Ils sont hyper pauvres. J'ai entendu dire que les Noirs, ils volaient des choses. Les Noirs, ils avaient plus tendance à voler des choses, ils avaient plus tendance à être plus méchants, avec une eau plus brusque. En quoi la question bien spécifique des préjugés raciaux vous intéresse? Parce qu'ici, dans le fond, c'est un milieu assez homogène, très homogène même. Très homogène. Mais je pense que la plupart des enfants vont un jour sortir de Saint-Valérien, peut-être travailler, peut-être juste rencontrer des gens. Puis je pense que ça peut les aider aussi dans ce sens-là à être plus ouverts aux autres, à être plus tolérants. Former de futurs citoyens, c'est un des buts d'Annie Leblanc. Son autre objectif est plus urgent, sortir la discrimination, quelle qu'elle soit, de sa propre classe. Parfois, c'est des raisons physiques. Ça peut être la pauvreté, ça peut être, mettons, un enfant qui est efféminé. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas un enfant dans un groupe qui est pris comme bouc émissaire. On a beau essayer de faire des choses, mais juste le fait d'en parler, les préjugés, ils restent là. Malgré toutes les interventions qui ont été faites en maternelle, en première, en deuxième, en troisième, moi, je le sais, j'investis, je fais des choses, des activités à partir de livres, à partir des événements concret, puis ça rentre, puis whoop, on a l'impression que ça ressort de l'autre côté. Annie Leblanc a donc décidé de prendre les grands moyens. Ce que je vais faire, c'est vraiment faire vivre la différence, la discrimination, à partir de deux groupes. Je vais séparer mon groupe en deux, les petits et les grands. Et je vais traiter les deux groupes d'une façon différente. L'expérience inusitée qu'elle s'apprête à réaliser s'appuie sur des bases scientifiques solides. Depuis plus de 50 ans, des chercheurs étudient la psychologie des groupes entre eux. Un des pionniers de ce champ de recherche, le professeur Henri Tachevel, est un survivant des camps nazis qui a voulu comprendre d'où viennent les préjugés et la discrimination. Dans les années 60, en Grande-Bretagne, il a réalisé ses premières expériences de séparation de groupes. Richard Bourris est un ancien étudiant d'Henri Tachevel. Il est maintenant professeur à l'UQAM. Alors, Henri Tachevel, dans ses études-là originales, a réussi à démontrer que la catégorisation eux-nous, tout simplement, et aussi l'identification à son propre groupe est suffisante pour créer un effet de discrimination en faveur de notre propre groupe et contre l'autre groupe. Comme vous avez observé dans la vidéo, ces enfants qui sont arrivés en salle de classe le jour de l'expérience, malgré qu'il y a eu une préparation, ne s'attendaient pas à vivre des émotions fortes pendant l'expérience. L'enseignante, de son côté, jouait son rôle pour permettre aux enfants de participer au jeu de la manière la plus naturelle possible. J'attire votre attention que c'est une personne de confiance et que ses élèves n'avaient fait montre d'aucune appréhension à son endroit au début de la vidéo. Il y a plusieurs aspects de la vidéo qui vont peut-être vous chercher et nous en sommes bien conscients. L'idée ici, c'est de vous amener à voir comment les gens vivent des situations oppressives. Même quand cette expérience est planifiée par l'enseignante, les élèves n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Imaginez une seconde les émotions fortes qu'une personne à mobilité réduite, immigrante, racialisée ou un couple monoparental pourrait vivre dans une situation similaire. Visionnons désormais la production quand votre cerveau joue contre vous. On a le cerveau émotionnel. Le cerveau émotionnel, là, on va dire que c'est dans le centre un peu, là. Puis ça s'est développé beaucoup avant notre cerveau rationnel. Le cerveau émotionnel, on va nommer deux parties. Hein, c'est là que se passent les émotions, la peur, l'angoisse, la surprise, bon, la joie. Ce qui fait que l'être humain est supérieur à l'animal, à l'occasion. C'est dû à son cerveau rationnel.
le lobe préfrontal, ici. Okay? Le lobe préfrontal, il s'est développé, lui, très récemment, il y a quelques centaines de milliers d'années. Donc, et c'est à cause de lui que vous êtes capable d'être intelligent. C'est votre cerveau exécutif. Pensez que c'est le big boss qui est ici. C'est lui qui pense, qui planifie, qui organise. C'est cette partie-là qui vous permet de peser les pour et les contre d'une décision. C'est cette partie-là qui vous permet de prioriser, d'analyser tout ça, d'être créatif, d'innover. Sans lui, vous n'êtes pas mieux qu'un rat. Le problème, c'est lorsque nous sommes très émotifs. Sous le coup de l'émotion. Puis en passant, je sais que lobe préfrontal, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Là. Pour ceux qui voudraient se souvenir, j'ai trouvé un synonyme, tu sais, pour la partie intelligente, là, c'est votre cerveau là, féminin. Pour ceux qui ne se souviendraient pas du lobe préfrontal. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes très, très émotif? Lorsqu'on est très anxieux, très en colère ou très euphorique, le système ici, limbique, l'amygdale en particulier, va s'activer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand ça s'active, ça se désactive. En termes simples, plus on devient émotif, plus on devient niaiseux. Irrationnel, c'est le beau mot. Mais on perd de notre intelligence et c'est proportionnel habituellement à l'ampleur de l'émotion. Et on a tous connu ça, être niaiseux un petit peu des fois. Hein? N'est-ce pas? Levez donc la main, ceux que... Bon. Alors, on a tous connu ça et il y a des raisons tout simplement neurophysiologiques. On ne peut pas en sortir, on est fait comme ça. Alors, dites-vous quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que c'est si important de gérer nos émotions. Alors, les gens qui sont constamment anxieux, constamment stressés, ils vont moins opérer au niveau intellectuel parce que ça ferme les portes à votre capacité ici. Puis on l'a tous vécu. Il y en a qui font des fois la comptabilité des chiffres. Bon. Essayez de faire ça enragé, là. Tu ne vois pas clair, là. Tu veux tuer le voisin. Ça ne marche pas, cette affaire-là. On prend les colonnes de chiffres. Ou n'importe quoi. Dès qu'on est très émotionnel, on n'est plus capable de réfléchir. Et poussé à l'extrême, on a juste à regarder dans les journaux ce que ça donne. C'est assez terrible. Alors, quand je suis émotionnelle par rapport à une situation, juste le fait de me dire « que ferait X », ça m'amène à être obligée d'aller dans mon cerveau rationnel parce que je suis obligée de m'imaginer la personne en action. Alors, ça vient faire baisser ce cerveau-là puis monter lui ici. Donc, plus on arrive à diminuer l'intensité de l'émotion par des stratégies, on récupère notre cerveau. Parce qu'autrement dit, vous avez beau être bien brillant, mais sur le coup de l'émotion, il n'y a plus personne qui est intelligent. Puis on l'a tous vécu. C'est pour ça qu'on dit qu'une des plus grandes compétences d'un leader, d'un entrepreneur, d'une chef, c'est d'abord de gérer ses émotions. Bien, de se connaître en premier, mais ensuite de s'auto-réguler. Nous espérons que cette vidéo vous a amené à prendre conscience de comment votre cerveau fonctionne quand vous vivez des situations qui peuvent provoquer de fortes émotions. Si vous avez déjà vécu ce phénomène, nous vous encourageons à poursuivre votre réflexion avant de procéder à la prochaine vidéo qui adressera les biais conscients et inconscients. Nos cerveaux classent les gens en fonction de ce que nous connaissons ou présumons à leur égard, que ce soit par rapport à leur âge, à leur sexe, à la couleur de leur peau, à leurs revenus ou à leur éducation. Nos cerveaux utilisent ces catégories pour porter des jugements sans même que nous n'en prenions connaissance. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs inconscients. Les biais inconscients nous permettent de faire des économies de temps et d'efforts mentaux. Malheureusement, ces gains de temps peuvent aussi découler en des décisions basées sur des stéréotypes. Si nos biais demeurent inconscients, ils peuvent se manifester sous la forme de discrimination qui nuit aux personnes les plus vulnérables de nos communautés et qui nous empêche collectivement d'aller de l'avant tous ensemble. Les biais inconscients jouent également un rôle dans le sport. Historiquement, les femmes qui pratiquent le sport ont rencontré des obstacles qui sont en partie attribuables à des stéréotypes.
Ainsi, les biais inconscients liés au sexe qui nous mènent à associer les hommes avec le leadership peuvent avoir une influence sur les décideurs, qui choisiront plus souvent des hommes que des femmes pour pourvoir des postes d'entraîneurs. Il s'agit de l'un des facteurs qui contribuent à la sous-représentation des femmes dans le milieu de l'entraînement. Lorsque nous prenons conscience de nos biais, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées qui profitent à tout le monde. Voici 2 façons de contrer nos biais inconscients. Recueillez des données associées au genre au sein de votre organisation. Cela vous donnera une meilleure idée de l'état actuel de l'équité des genres. Assurez-vous toutefois d'aller au-delà des chiffres. Consultez activement les filles et les femmes pour en apprendre plus sur leurs expériences diverses afin de mieux répondre à leurs besoins. Ajoutez des structures à vos décisions importantes pour contrer la subjectivité. Par exemple, mettez sur pied un comité d'embauche qui travaillera avec une grille d'évaluation commune au moment d'évaluer les candidats et candidates pour s'assurer que tous les décideurs portent un jugement axé sur les mêmes priorités individuellement et collectivement. Pour plus d'idées de mesures à prendre, visitez womenandsport.ca. J'aimerais attirer votre attention sur les termes utilisés par la narratrice au début de la vidéo, lorsqu'elle dit que notre cerveau classe les gens en fonction de ce que nous connaissons ou présumons à leur égard. Ce que nous connaissons des gens, si c'est basé sur des faits, tant mieux, mais si c'est basé sur des présuppositions, on tombe dans la subjectivité et à la limite à des choses qui sont très loin de la réalité des gens, des préjugés ou des idées préconçues. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu de ce 2e module. On se voit dans le prochain module où je vais vous faire la démonstration de l'utilisation d'un outil d'analyse, l'exercice du classier, et nous terminerons avec le visionnement d'une vidéo sur l'intersectionnalité. À bientôt.